Et donc je demande d'accueillir Gabriel Coltis. Alors je vous le présente un peu. Donc c'est un économiste qui vient de l'université de Toulouse, qui est donc spécialiste de la réindustrialisation et de l'agriculture, qui est co-auteur du programme économique de Syriza, même si modestement il dit qu'il a participé un petit peu, mais on sait qu'il a participé activement. Et donc c'est un plaisir de l'accueillir avec nous ce soir. Et étant donné l'intérêt de ce territoire à la fois sur la question industrielle et agricole, son point de vue est très intéressant. Merci, bonsoir à tous, merci de votre invitation. Je voudrais dire que c'est avec plaisir que je suis ici, un plaisir réel, authentique, invité donc par Geneviève. Je vais vous dire pourquoi je suis ici. Je suis ici d'abord parce qu'elle a beaucoup insisté, et très gentiment insisté pour que je vienne, c'est la réalité. Et la seconde raison, c'est parce que j'étais convaincu, avant de venir, que ta démarche, que votre démarche est exemplaire. Et après avoir écouté ce qui a été dit par les différents orateurs, alors je suis totalement convaincu maintenant que cette démarche est absolument exemplaire et que ce qui est en train de se passer dans le Gard servira de référence. Et j'en serai l'écho de cette référence ailleurs en France et j'en ferai l'écho en Grèce également. Alors, exemplaire de quoi? Mais je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, hein. Je dis ça parce que je pense vraiment. Exemplaire de quoi? Exemplaire, me semble-t-il, de ce qu'il faudrait faire partout en France. Parce que, comme ceci a été dit, il faut redonner l'espoir, en réalité, à tous ceux qui pensent que la politique, et non pas les jeux politiciens, ont un sens. Je crois qu'on ne peut pas véritablement se satisfaire, comme ceci a été dit, que la seule alternative puisse être aujourd'hui une alternative représentée par un parti qui est un parti raciste, un parti xénophobe et qui prône le repli nationaliste. Évidemment, je pense au Front National. Ce parti entretient de manière certaine une confusion idéologique extraordinaire, puisqu'il reprend à son compte non seulement le très beau terme de nation, mais il reprend aussi des termes comme république, laïcité, qu'il reprend pour les pervertir. Moi, je vous dis simplement que ce parti n'a pas changé, ce parti est toujours le même, c'est un parti d'extrême droite, et que son dirigeant s'appelle Marine ou Jean-Marie, il s'appelle toujours Le Pen. C'est toujours le même parti politique. Je pense aussi qu'il faut redonner espoir à tous ceux qui s'estiment à juste titre trahis par un président de la République, par une majorité qui ont renié tous leurs engagements, ou presque. François Hollande, l'ennemi de la finance. François Hollande, l'ennemi de la finance, dont la politique a propulsé la bourse, aujourd'hui à 5000 points. Elle n'a jamais été aussi élevée qu'elle l'est aujourd'hui. 5000 points. L'ennemi de la finance. François Hollande qui a déclaré il y a quelques jours à peine, juste avant de recevoir dans les palais de l'Élysée des frondeurs décidément bien gentils, déclaré donc François Hollande, le président de la République, qui ne changerait pas de politique, quel que soit le résultat des élections. Voilà le respect que François Hollande montre à l'égard de la démocratie. Pourquoi en effet changer de politique, puisque cette réussite est absolument frappante? Quand la bourse atteint 5000 points et qu'on est en réalité l'ami de la finance, pourquoi changer de politique? Il n'y a aucune raison de changer de politique. L'inversion de la courbe du chômage, qu'est-ce qu'elle est devenue? Rien, ce n'est pas la préoccupation principale. Ni le Front National, ni le Parti Socialiste, ni l'UMP de Sarkozy, Sarkozy travaillait plus pour gagner moins, ne constituent en réalité des alternatives que ces partis soient seuls ou que ces partis interviennent en combinaison politicienne, la combinaison politicienne pouvant en effet être l'UMP avec le PS ou encore le Front National demain avec l'UMP. Car cette combinaison-là, évidemment, beaucoup de gens l'ont en tête. Alors, je ne vous ferai pas perdre de temps en faisant ce panorama très succinct de la vie politique française en vous parlant de l'UDI,
parce que ça ne sert à rien, l'UDI est tout simplement le faux nez de la droite, comme le centre l'a toujours été en France et ailleurs. Donc ne perdons pas de temps à épiloguer sur l'UDI. Je préférerais maintenant vous parler de Syriza, en effet. Je crois que c'est plus intéressant. Vous dire que ce parti a réussi à gagner les élections en Grèce dans un contexte qui est un contexte très difficile. Pourquoi très difficile? Parce que les Grecs subissent les coups de l'austérité depuis 2008, mais une austérité absolument extraordinaire. Je comprends très bien que vous vous opposiez, et je m'oppose aussi aux politiques d'austérité. Mais les politiques d'austérité en Grèce, c'est 40% de baisse des retraites. 40% de baisse des retraites. C'est 40% de baisse des salaires. C'est une diminution de la dépense publique dans le domaine éducatif de 30%. C'est une diminution du budget des hôpitaux publics de 50% depuis 2008. Ce sont 26% de taux de chômage et 15% de chômeurs indemnisés, c'est-à-dire 85% de chômeurs non indemnisés. Ça, c'est l'austérité extrêmement brutale. Et en dépit de cette austérité extrêmement brutale qui a paru assommer le peuple grec, parce que dans les premiers temps, les premiers mois, le peuple grec a reçu tellement de coups sur la tête qu'en effet, il ne bougeait plus. Les premières manifestations ont commencé à avoir lieu de manière un peu massive en 2009, et c'est en 2009 que Syriza est né. Et en 2009, vous vous posez la question du score électoral que vous allez avoir, évidemment, et je la comprends. Je comprends cette question. Mais en 2009, vous savez combien de pourcents Syriza a fait? 4%. 4% en 2009, 36% en 2015. Voilà l'espoir. Donc, je comprends que vous ayez pu dire à un moment donné, nous construisons dans le long terme. Mais nous pouvons construire dans le moyen terme aussi. Ce n'est pas nécessairement pour la génération qui suivra ou la suivante. Ça peut se faire beaucoup plus rapidement, à condition que le message politique soit fort et à condition que le message politique soit démocratique. Parce que Syriza n'est pas un parti politique comme les autres. Syriza est un parti politique qui est inséré complètement dans la société grecque. Il ne propose pas les choses aux électeurs ou à la société grecque, il part des propositions de la société grecque, il part des propositions de la société civile et il en fait son programme. L'inversion est complète, ce n'est pas un parti qui propose en demandant aux gens de voter pour lui, c'est un parti qui est à l'écoute de la société, qui écoute ce que la société dit et qui en fait son programme politique. C'est extrêmement important, la démarche est complètement différente. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que rien n'est gagné en Grèce. Les élections ont été gagnées par Syriza, mais absolument rien n'est gagné, parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui en Grèce, c'est tout simplement une véritable strangulation du gouvernement grec. C'est-à-dire, on pourra en parler si vous le souhaitez pendant le débat, si vous avez des questions là-dessus, c'est un véritable coup d'État que la Banque Centrale Européenne a commis en arrêtant l'essentiel des financements destinés à la Grèce, alors que ce pays est exsangue. Donc les difficultés sont des difficultés énormes. Tout le monde, toutes les institutions qui existent, européennes et extra-européennes, je pense au Fonds monétaire international, sont actuellement coalisées pour empêcher la réussite du projet Syriza, parce que, en effet, comme ça a été dit, si le projet Syriza réussit, ne serait-ce qu'en partie, 30%, 40%, 50%, alors ça sera un formidable détonateur, évidemment pour l'Espagne, et un formidable détonateur pour l'ensemble des pays européens. Cette expérience doit donc échouer, c'est très clair. Et tous les moyens de son échec sont aujourd'hui réunis, qu'ils soient financiers ou médiatiques. Alors, ceci étant dit, venons-en maintenant à vous, c'est-à-dire à votre démarche, à l'espoir que je considère comme étant immense et nécessaire que vous représentez, et que je veux saluer avec la plus grande solennité et en même temps avec enthousiasme. Comme ceci a été rappelé tout à l'heure, en 2012, la gauche en France était majoritaire dans le pays. Et au sein de la gauche, en 2012, ceux qui aspiraient à un véritable changement, et non à ce qui a suivi, étaient majoritaires. Ce que l'on peut penser, c'est que cette double majorité n'a pas disparu. Elle ne s'est pas volatilisée. C'est celle-là qu'il faut rassembler aujourd'hui
sur des bases qui sont claires et sur des bases démocratiquement débattues. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça, tout simplement, que je vous invite à débattre. Donc, je vais vous dire un certain nombre de choses qui vont être très proches de ce qui a été dit, mais je vous invite surtout à débattre entre vous, avec nous. C'est cela, la vie de la démocratie. C'est pas simplement écouter, aller voter, c'est débattre, participer, construire ensemble. Alors, le débat que je vous propose d'engager, eh bien, va porter sur un certain nombre de thèmes. Et le premier thème pour moi, c'est le thème du travail. C'est la question centrale, la question du travail. Quand on parle du travail aujourd'hui, quand on en parle dans les médias, sur les radios, à la télévision, dans les journaux, quand les politiques en parlent, quand les dirigeants politiques en parlent, quand les dirigeants d'entreprise, ce qu'on appelle l'élite habituellement, hein. Moi je préférerais appeler ça les classes dominantes en réalité, en parlent. Ils en parlent comme on parle de la masse salariale. Quel terme horrible, la masse salariale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec le travail et la masse salariale? Eh bien les considérer comme étant des coûts. Voilà ce qu'on nous propose. Le travail, c'est un coût qu'il faut réduire absolument et c'est une variable d'ajustement. Donc on va ajuster évidemment à la baisse. Les cotisations sociales, on les appelait cotisations sociales il n'y a pas si longtemps que ça. Et les cotisations sociales, elles servaient à quoi? Elles servent toujours à quoi? À financer la protection sociale. Un très vilain mot, la protection sociale. Eh bien, les cotisations sociales, désormais, il ne faut plus les appeler comme ça. Tout à l'heure, Geneviève parlait d'injonction, il faut les appeler des charges sociales. Et dès que vous utilisez le terme de charge sociale, qui peut prétendre qu'une charge, il faut l'alourdir? Dès que vous utilisez le terme de charge sociale, ça signifie que la seule option possible, c'est évidemment de les diminuer. Donc on comprend bien, dans le sens dans lequel ces élites, ces classes dominantes en réalité veulent nous faire aller, c'est considérer que le travail est un coût, que les cotisations sont des charges, et que tout cela, eh bien, il faut absolument les baisser. Eh bien, si le travail est un coût, si on rentre dans cette logique-là, hein, si on rentre dans la logique d'après laquelle le travail est un coût, c'est donc qu'il faut fabriquer des produits qui seraient compétitifs par leur prix, mais uniquement par leur prix. Donc ça signifie quoi? Ça signifie fabriquer des produits low cost, fabriquer des produits de basse qualité. Mais là où nos classes dirigeantes se trompent, nos soi-disant élites, c'est que la France n'est pas la Chine. Nous ne devons pas accepter ce schéma-là. Et n'en déplaise à monsieur Macron, au jeune monsieur Macron, douillettement installé dans le confort de son espace politique et pour son ministère donc, de l'économie, eh bien, la bonne solution, ce n'est pas de mettre tous les travailleurs en France en concurrence les uns avec les autres et les travailleurs en France avec les travailleurs en concurrence du monde entier. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution pour, dit-il, libérer la croissance. Parce que si ce monsieur veut faire cela, c'est-à-dire généraliser la concurrence de tous contre tous, c'est pas pour libérer la croissance, c'est pour accentuer la course au profit et pour accentuer la course au profit pour verser des dividendes sans cesse plus élevés aux entreprises et aux actionnaires. Je suis économiste, donc si vous souhaitez, je pourrais vous en parler de manière beaucoup plus précise. Eh bien non, il faut s'opposer à cela. Et s'opposer à cela, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le travail n'est pas un coût et affirmer dans la bataille des idées, et c'est très important, que c'est la seule source de création de richesse, c'est la seule source de développement. Donc, vouloir à tout prix réduire le travail, accepter la croissance du chômage, c'est renoncer au développement économique et social. Ce n'est tout simplement pas possible. Régulièrement en France, les entreprises se plaignent, on se plaint du manque d'innovation. Les entreprises françaises n'innovent pas suffisamment. De fait, comme économiste, je dois bien constater que les entreprises allemandes innovent bien davantage à taille égale que les entreprises françaises. La question c'est pourquoi les entreprises allemandes innovent-elles davantage, ou si vous préférez, pourquoi les entreprises françaises innovent-elles moins? Le problème, il est en réalité très simple.
c'est que pour qu'une entreprise puisse innover, eh bien, elle doit reconnaître les compétences de tous ceux qui travaillent. Si elle ne reconnaît pas les compétences de tous ceux qui travaillent, cette entreprise ne peut tout simplement pas être innovante. Or, en France, quel est notre problème? Et vous voyez que je prends du temps pour cela. C'est que précisément, les compétences sont niées partout, l'expérience et les qualifications sont ignorées, et je dirais même qu'elles sont combattues. Elles sont combattues pourquoi? Parce que ce qu'on demande aux gens qui travaillent, c'est de travailler sans cesse plus vite. Et leur imposant un travail sans cesse plus rapide, eh bien, on les empêche de faire bien leur travail. Et quand on interroge les gens qui travaillent, quand on leur demande de s'exprimer sur leur souffrance, ils s'expriment toujours en disant « je ne peux pas bien travailler, on ne m'en donne pas les moyens ». Et ça, c'est absolument gravissime, et c'est la raison pour laquelle les entreprises françaises sont en train de décrocher et ne peuvent pas innover. Donc il faut partout, absolument partout, dans les entreprises, les services publics, les universités, absolument partout, réhabiliter la valeur centrale de notre société et de notre économie est le travail. Et ça signifie non pas diminuer les budgets d'investissement, mais au contraire, accroître les budgets d'investissement dans l'éducation, dans la formation, dans l'apprentissage. Donc pour moi, ça, c'est un message qui est un message extrêmement important. Il va falloir donc définanciariser, et définanciariser pour de bon, et pas simplement dans la rhétorique, dans les paroles, définanciariser l'économie, définanciariser les stratégies, et en particulier les stratégies des grands groupes. Et ça, on peut le faire non pas par des mots, on peut le faire par des mesures très opérationnelles. Alors soyons opérationnels. Ne restons pas uniquement dans le débat des idées. Le débat des idées est très important, mais il faut des mesures concrètes, opérationnelles. Je vous en propose quelques-unes, vous allez voir qu'elles sont en réalité relativement simples. Interdire les stock options. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les stock options, c'est tout simplement la possibilité pour les dirigeants des grands groupes de recevoir non pas un salaire, qui est le résultat d'un travail, mais de recevoir un revenu complètement financiarisé, qui est indexé sur les cours en bourse. Tant et si bien que les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, le seul indicateur qui les intéresse, parce qu'il les intéresse à eux directement, c'est quel est le cours en bourse de l'entreprise. Eh bien, il faut interdire tout simplement les options. Il ne faut pas les réglementer, il faut les interdire. De la même manière qu'il faut interdire des manipulations comme ce qu'on appelle parfois la relution. Alors la relution, ce n'est pas quelque chose qui est très connu, mais je vais vous dire ce que c'est en très bref. C'est lorsqu'une entreprise fait des bénéfices, eh bien elle décide d'utiliser 40, 50, 60% de ses bénéfices pour racheter ses propres titres et les détruire, de manière à ce que, après, la valeur unitaire de chaque titre qui reste soit la plus forte possible. Voilà comment on stérilise les bénéfices des entreprises. Les pratiques de relution devraient être non pas réglementées ou encadrées, elles doivent être interdites. De la même manière que l'on peut penser à des choses peut-être plus positives. Je vais vous donner quelques exemples, je vais vous en donner deux, des choses plus positives. Essayons par exemple de nous dire pourquoi ne pas mettre en œuvre cette fameuse taxe Tobin dont on parle depuis maintenant des lustres. La taxe Tobin, c'est un principe qui est très simple. C'est une toute petite taxe sur les transactions financières. Toute petite, elle est absolument minuscule. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment une toute petite taxe sur les transactions financières serait nécessaire pour tuer la spéculation. C'est très simple et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, 60 à 80% des transactions financières sont faites par des automates. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des automates. Ces automates, qu'est-ce qu'ils font? Ils détectent que le cours d'une action, quelle que soit l'action, une action française, Alcatel ou une action allemande, peu importe, que le cours d'une action n'est pas exactement le même à New York, à Londres ou à Francfort. Et les automates, que font-ils à ce moment-là? Ils vont acheter pour 500 millions ou 1 milliard d'euros de titres, là où le titre est coté le moins cher, et ils le revendent en gagnant 2-3 centimes simplement sur chaque titre, sur les places financières, là où il est le plus cher. Mais quand vous faites ça toute la journée,
eh bien, et vous faites ça tous les jours de toute l'année, eh bien, à la fin de l'année, vous avez 80% des bénéfices de la Société Générale. Vous avez 60 à 80% des transactions financières sur la Bourse de Paris. C'est complètement stérile. Ça n'apporte absolument rien à l'économie, ça n'apporte même rien aux entreprises qui sont concernées. Eh bien, cela, cette taxe Tobin, il faut l'imposer. Et le gouvernement qui a cédé sur la taxe Tobin le premier en Europe, c'est le gouvernement français. Pourquoi? Parce que le gouvernement français est sous la pression amicale, qu'il reçoit avec beaucoup de plaisir, de certaines satisfactions, des banques françaises, et en particulier la Société Générale, pour ne pas la nommer, le Crédit Lyonnais et bien sûr la BNP Paribas. Voilà une taxe qu'il faut absolument promouvoir, mais il faut bien la comprendre. Si on ne la comprend pas, alors on ne sait pas exactement pourquoi il faudrait s'engager sur la taxe Tobin. Et je voudrais vous donner une dernière illustration de quelque chose qui peut être mis en œuvre pour lutter contre la finance de manière très opérationnelle. Et on n'a pas besoin de changer la loi pour ça. C'est important parce que changer la loi, ce n'est pas nécessairement toujours très facile, il faut une majorité parlementaire. On n'a pas besoin de loi pour faire ça. Ce que je vais vous dire maintenant est en réalité très simple et peut être mis en œuvre au niveau de n'importe quelle entreprise ou n'importe quel groupe. Il suffit tout simplement de faire une proposition. La proposition, c'est que les droits de vote lors des assemblées générales d'actionnaires, eh bien que les droits de vote soient coefficientés en fonction de la durée de détention des titres. Que les droits de vote soient coefficientés en fonction de la durée de détention des titres. Ça voudrait dire tout simplement qu'une personne qui aurait conservé son titre pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui aurait donc investi et non pas placé son argent, cette personne-là, eh bien, aurait des droits de vote beaucoup plus importants que les droits de vote d'un fonds spéculatif qui s'amuserait à acheter et revendre dans la nanoseconde les titres en question. Si vous attribuez des droits de vote coefficientés en fonction de la durée de détention des titres, vous tuez la spéculation et au contraire, vous donnez une prime extraordinaire à ceux qui acceptent d'investir et investir pendant une durée suffisante leur épargne, leur capital dans l'entreprise. Pour faire cela, ce n'est pas la peine de changer la loi, on peut le faire tout de suite. Et les forces sociales, syndicales et politiques en France devraient absolument appuyer des mesures comme celle-là, mais à condition, bien sûr, de bien s'en saisir. Qu'est-ce qui existe dans le droit français? La société, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que la société, elle rassemble qui? Elle rassemble ceux qui apportent le capital. Donc, dans le conseil d'administration des dites sociétés, vous allez retrouver qui? Vous allez retrouver exclusivement ceux qui apportent le capital. À quel moment est-ce que les salariés qui apportent le travail, c'est-à-dire ceux qui créent la richesse, à quel moment interviennent-ils? À quel moment peuvent-ils être véritablement considérés comme étant des parties prenantes? À aucun moment. Nous avons un discours sur les parties prenantes, nous avons un discours sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui en réalité porte sur un fantôme, tout simplement parce que l'entreprise n'existe pas. Eh bien, si la gauche radicale veut aller le plus loin possible dans son opération de transformation économique et sociale, de manière extraordinaire, il va falloir qu'elle se batte pour que dans le droit français, l'entreprise soit reconnue. Et elle soit reconnue avec toutes ses parties prenantes. Allons jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'il y a en effet des acteurs qui veulent investir durablement du capital et non pas spéculer, qu'on leur donne des droits de vote en fonction de la durée de détention de leur titre, mais qu'on donne des droits de vote équivalents ou supérieurs aux salariés, parce que ce sont les salariés qui créent la richesse, ce sont eux qui font vivre l'entreprise. Et à ce moment-là, on aura quelque chose en France qui sera une entreprise bien commun. Alors qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une entreprise bien commun. Aujourd'hui, nous avons des sociétés de droit privé. Et quand ces sociétés de droit privé échouent, qu'est-ce qu'elles feront à ce moment-là, les entreprises en question? Soit elles les vendent, comme des actifs liquides, elles les jettent. Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait l'État? Eh bien, il s'en empare, il étatise l'entreprise et non pas il la nationalise.
il étatise l'entreprise, il socialise les pertes, c'est-à-dire qu'il fait payer les pertes de l'entreprise par l'ensemble des contribuables de la nation. Et une fois que l'entreprise est rétablie dans sa capacité à faire des profits, qu'est-ce qu'il en fait? Il la privatise. Nous connaissons très bien ces allers-retours en France. Eh bien, il faut sortir de cela. Il faut sortir de cela et considérer l'entreprise comme étant un bien commun et l'inscrire dans le droit français. Tout à l'heure, vous faisiez référence au Conseil national de la résistance. Vous avez absolument raison. Le Conseil national de la résistance a pensé les institutions de la France. Il nous faut aujourd'hui, aussi que ça puisse paraître pour la gauche radicale, penser l'institution entreprise qui n'existe tout simplement pas. Et c'est un défi absolument essentiel, mais pas l'entreprise capitaliste, l'entreprise bien commun. Ça, c'est quelque chose qui me paraît absolument central. Parce que cette entreprise bien commun, très logiquement, réhabilitera le travail, réhabilitera l'effort de production, là où aujourd'hui, les entreprises sont considérées comme étant des actifs liquides pour faire des profits et verser des dividendes. C'est cela le prix de la démocratie salariale. Donc il ne faut pas simplement être au niveau des idées générales sur la démocratie salariale, il faut faire des propositions qui sont des propositions concrètes. Alors je vais aller un tout petit peu plus loin, sauf si on considère peut-être que je suis un peu trop long. Je vais aller un tout petit peu plus loin en vous disant donc que dans mon esprit, c'est bien le travail et la démocratie salariale qui constituent l'alpha et l'oméga de la comme vous le savez. La définanciarisation, bien sûr, qui en est le corollaire, j'en ai parlé tout à l'heure avec des mesures concrètes, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Puisque vous voulez en effet lutter contre l'austérité, alors il faut construire l'alternative. L'alternative, je viens d'en parler sur le travail, j'en ai parlé sur la finance et la définanciarisation et les moyens de mettre en œuvre la définanciarisation. Bien, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour repenser la production. Pourquoi repenser la production? Parce que quand on pense à production, quand on pense à économie, eh bien, notre cerveau est pollué par les discours sur la compétitivité. C'est une véritable pollution permanente, la compétitivité étant toujours réduite à une question de prix et de coûts salariaux, comme je disais tout à l'heure. Bien, il va nous falloir penser la production autrement. Non pas pour gagner des parts de marché à l'exportation, la compétitivité, tout le discours habituel, mais tout simplement pour repenser la production de manière à ce que la production ait comme objectif de répondre aux besoins fondamentaux des gens. Et les besoins fondamentaux des gens, ce n'est pas en allant faire leurs courses dans les hypermarchés où ils vont consommer des produits de mauvaise qualité, souvent en demeurant très chers. Je parle des besoins fondamentaux. Réorienter la production vers les besoins fondamentaux, c'est déjà assurer au peuple de France une alimentation de bonne qualité et non pas une alimentation dégradée qui produit des maladies de plus en plus nombreuses dont on ne peut plus aujourd'hui cacher les effets. Je parle de l'obésité, je parle des perturbateurs endocriniens, je parle des accidents cardiovasculaires, etc., etc. Donc tout ceci passe par une alimentation de meilleure qualité. Il faut sortir de la malbouffe, pour le dire autrement. Eh bien, il faut penser notre production agricole et agroalimentaire dans cette direction-là, et non pas dans la conquête des marchés extérieurs. C'est très important ça. Mais l'effort de production que nous devons donc réorienter pour répondre aux besoins fondamentaux concerne tout autant que l'agriculture et l'agroalimentaire le logement. On pourrait en parler du logement. Les logements dégradés. Les logements qui sont des trous d'énergie, où la facture énergétique que les ménages doivent assumer est gigantesque. Les logements qui sont mal isolés. Les logements qui consomment de l'eau potable là où on pourrait consommer autre chose que de l'eau potable. Et ainsi de suite. L'effort est absolument considérable à produire. Il faudra du temps pour faire cet effort-là. Et je pourrais continuer comme ça, en vous parlant de la santé. L'effort de production doit également concerner la santé. Je pense aux industries pharmaceutiques qui ne doivent pas être orientées par le profit, mais qui doivent être orientées par le combat contre les maladies, fussent-elles ces maladies graves.
Je pense à toutes les industries qui produisaient en France jusqu'à peu du matériel médical et qui, pour une grande partie d'entre elles, ont malheureusement soit fermé, soit été vendues. Il y a un effort considérable à faire, alors qu'il y a des savoir-faire très importants. Hier soir, je donnais une interview sur FR3 à propos de Sanofi, dont vous savez qu'il a fermé son centre de recherche sur le cancer à Toulouse. Je pourrais vous en parler très longuement. Pourquoi Sanofi ferme-t-il son centre de recherche en licenciant 700 chercheurs de très haut niveau sur le cancer? Le cancer, c'est une maladie dépassée, c'est une maladie qui est éradiquée, on n'a plus besoin de s'en occuper, mais tout simplement parce que Sanofi n'a qu'un seul objectif, c'est de faire les profits les plus élevés possibles, de verser plus de la moitié de ses profits sous forme de dividendes, et pour cela, la recette, c'est écraser les coûts. Voilà, donc on licencie 600 à 700 personnes, on en retient simplement 100, et cela, on leur dit, vous allez faire de la veille. Vous allez faire de la veille, vous allez regarder où est-ce qu'il y a des startups technologiques, où est-ce qu'il y a des brevets à racheter, donc on bazarde la recherche interne à Sanofi. Mais Airbus fera ça demain. C'est la logique de l'ensemble de ces groupes. Eh bien, ces groupes-là, il faut les définanciariser, comme je disais tout à l'heure, et il existe des moyens, je vous en ai donné quelques-uns, pour les définanciariser. Mais il faut donc repenser, ça c'est très important, tout le sens de la production, pour faire en sorte que la production réponde aux besoins et non pas à des objectifs de compétitivité ou de conquête des marchés extérieurs. Et je voudrais vous dire que réorienter la production pour qu'elle réponde aux besoins fondamentaux, qui sont de plus en plus mal satisfaits, ça doit se faire en même temps que cette même production doit alléger les emprunts ou les prélèvements qu'elle fait sur la nature. Et ça, c'est très difficile. Et je vous parle bien de nature et pas vraiment d'environnement. Parce que c'est un mot, décidément, je sais qu'il est très employé, que je n'aime pas le mot environnement, et je ne l'aime pas parce qu'il suppose que l'homme est en quelque sorte au centre et qu'autour de lui, il y a l'environnement. Ce n'est pas ma conception des relations entre l'homme et la nature. Pour moi, l'homme fait partie de la nature, il n'est pas le centre autour duquel il y a un environnement. Donc cette nature, il faut la protéger, là où le capitalisme la dégrade, là où le capitalisme la pollue, et là où le capitalisme a la sournoiserie ou la perversité de financiariser sa dégradation. Parce que le capitalisme est même capable de financiariser la dégradation de la nature, et je pense en particulier aux droits à polluer, qui sont une véritable aberration et qui devraient également être interdits. Il y a tellement de choses à faire, le chantier est gigantesque. Eh bien, il faut modifier les relations entre l'homme et la nature. Il faut modifier les relations entre les activités productives et la nature, faire en sorte que cette production réorientée pèse le moins possible sur la nature, qui n'est tout simplement pas un stock de ressources sur lequel on peut prélever indéfiniment, ou encore un espace que l'on peut polluer en rejetant des externalités sur, par exemple, le tiers-monde qu'on transforme en poubelle. Donc il y a un véritable travail à faire. Et on peut prendre exemple, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, de l'agriculture biologique ou de l'agriculture raisonnée. Mais vous voyez, cette agriculture raisonnée, cette agriculture biologique, eh bien, elle implique des gens qui travaillent, qui connaissent la nature, qui connaissent le rythme des saisons, et qui ont un niveau de compétence autrement plus élevé que celui de l'agriculteur qui balance des pesticides, des engrais et qui irrigue en gaspillant l'eau comme ça se fait pas très loin de chez moi, c'est-à-dire près du barrage de Sivens, si ça vous dit quelque chose. Alléger donc le poids des activités productives sur la nature. Et enfin, je voudrais terminer en vous disant quelque chose qui me paraît très important, surtout ici, c'est qu'il faut développer une économie de proximité. Si on veut d'ailleurs faire en sorte que le prélèvement sur la nature soit le moins élevé possible, si on veut que l'empreinte carbone dont on parle souvent soit la moins forte possible, il faut développer donc une économie, une société de proximité. Simplement, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par proximité. Il faut s'entendre sur ce qu'on entend par territoire. Là aussi, il y a un travail à faire. Il y a un travail à la fois sémantique et puis un travail après opérationnel sur des mesures concrètes.
Quand j'utilise le terme de proximité, quand j'utilise le terme de territoire, c'est dans trois directions, dans trois compréhensions, si vous voulez. La première, c'est celle qui est la plus évidente, des gens qui sont proches les uns des autres. Je peux aller voir quelqu'un parce qu'il est à 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure. Ça, c'est une relation qui est une relation, je dirais, de proximité spatiale ou de proximité géographique. Mais celle-ci ne suffit pas. Vous n'allez pas construire un territoire uniquement sur le fait que je peux aller voir un tel ou je peux aller travailler dans une distance qui est courte. Ça ne suffit pas. Pour construire un territoire économique, et ça c'est très important je crois, il faut comprendre que les différents individus qui travaillent, les personnes qui travaillent, les entreprises, les laboratoires de recherche, les institutions de formation, ont tous des compétences particulières et différentes. Eh bien, ces compétences particulières et différentes, il faut les identifier. C'est très important de les identifier. Parce que si vous ne les identifiez pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'entreprise lambda, ignorant qu'à côté de chez elle, il y a d'autres entreprises, une institution de formation, une école, un laboratoire de recherche, qui a les compétences dont elle a besoin, l'entreprise lambda ignorant cela, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher les compétences à quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres. Et bien là, il y a un véritable travail à faire, qui est d'identifier les compétences au niveau le plus fin possible, de manière à ce que, après, toutes ces compétences soient organisées en réseau. Donc une proximité qui est une proximité dans l'espace, une proximité par la complémentarité des compétences des différents acteurs, y compris de l'acteur individuel. Et il faut enfin une dernière proximité qui me semble chez vous particulièrement forte, c'est la proximité par la culture, la proximité par les valeurs. Le terme a été employé plusieurs fois tout à l'heure. Je me sens proche de mon voisin, j'ai la même vision du monde. Nous partageons un sentiment d'appartenance. Nous sommes dans le même territoire. Et c'est à partir du moment où vous aurez ces trois proximités, vous aurez en effet la proximité dans l'espace, la proximité des compétences et la proximité culturelle qui est extrêmement importante, que vous aurez des territoires forts. Et quand vous aurez à ce moment-là des territoires forts, vous pourrez les décliner avec une industrie forte, une agriculture forte et donc une économie prospère. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est être, je vais me résumer, radical, c'est-à-dire ne pas chercher à aménager, mais transformer le système, être responsable, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, et enfin, être réaliste, c'est-à-dire tenir compte de la réalité française, qui est celle que nous connaissons, mais que nous avons construite aussi avec nos aînés. Merci.